oui, oh, le rythme de la preuve. Oh mon Dieu, c'est difficile. Oh là là. C'est un instant suspendu, une de ces précieuses minutes de radio où le temps semble soudainement s'arrêter, figeant des millions d'auditeurs dans une incompréhension totale. Nous sommes le samedi 27 juin 2026. Il est précisément 12h15. Dans des milliers de foyers français, la table du déjeuner se dresse au rythme familier de la bande FM. Sur RTL, la station au cœur rouge, l'émission On refait la télé déroule son 40e chapitre de la saison avec la précision millimétrée d'une horlogerie de haute volée. L'invité du jour, l'animateur vedette Cyril Ferraud, vient de livrer des confidences touchantes sur sa carrière et son nouveau rôle de père. Tout est sous contrôle. Du moins, c'est ce que tout le monde s'accorde à croire en cet instant précis. Car à cet instant même, une infime mais profonde fracture se produit dans le micro d'Éric Dussard. Une hésitation imperceptible, un silence de 3 secondes, une éternité absolue à la radio, ce média qui a horreur du vide et du néant. Et soudain, cette voix que vous connaissez si bien, cette voix ciselée, ironique, toujours maîtresse d'elle-même, se brise subtilement sous le poids d'une émotion impossible à dissimuler. C'est ce moment précis que cet homme de caractère choisit pour prononcer les mots que personne n'attendait, provoquant un véritable séisme dans le paysage médiatique. La fin définitive de l'émission après 10 années d'un règne absolu sur les audiences du week-end. Pour comprendre la violence psychologique de ce moment pour le public, il faut analyser ce que représente Éric Dussard. Cet homme n'est pas un sentimental de façade. C'est un clinicien des médias, un analyste du mot juste, qui, pendant une décennie, a disséqué les coulisses de la télévision avec une lucidité implacable. Voir ce pilier de la rigueur journalistique trahi par ses propres cordes vocales, les yeux rougis fixant sa complice de toujours, Jade, a provoqué une onde de choc immédiate. Ce ne sont pas des adieux ordinaires, c'est l'effondrement feutré d'un repère de notre quotidien. Dans le studio numéro 2 de la station, l'air est devenu soudainement lourd, presque irrespirable. La stupeur a balayé le visage de Cyril Ferraud, pourtant habitué aux imprévus du direct. À ses côtés, Jade, l'incarnation de la bienveillance et de l'énergie de l'émission, s'est murée dans un silence solennel, portant sur son partenaire un regard chargé d'une décennie de complicité, de combats d'audience et de secrets partagés. Pour vous qui m'écoutez, qui avez traversé les grandes heures de la télévision et qui aviez trouvé dans cette émission un refuge rare d'élégance et de profondeur, cette annonce résonne comme une perte immense. On refait la télé n'était pas un simple divertissement, c'était le miroir hebdomadaire de notre culture. Un rituel qui s'éteint non pas dans le déclin, mais au zénith absolu de sa gloire. Pourquoi un capitaine décide-t-il de s'aborder son navire alors qu'il navigue en pleine mer de succès ? S'agit-il d'une retraite fière, le choix d'un esthète qui refuse le combat de trop ? Ou sommes-nous les témoins impuissants d'une décision d'autorité, d'un changement d'air orchestré dans l'ombre des bureaux de la direction ? L'émotion brute qui a traversé le studio raconte l'histoire d'une rupture profonde. Pour comprendre pourquoi la disparition de ce rendez-vous résonne comme une tragédie culturelle, il faut s'immerger dans la mécanique secrète de sa création. Le paysage audiovisuel actuel est un théâtre de tensions, saturé par la quête du buzz et des affrontements mis en scène pour satisfaire les algorithmes. Pourtant, au milieu de ce vacarme, On refait la télé subsistait comme une magnifique anomalie, un sanctuaire où la parole retrouvait son temps et son élégance. Le secret de cette longévité réside dans une alchimie psychologique rare, la fameuse main de fer dans un gant de velours. Mais comment cette méthode fonctionnait-elle face aux personnalités les plus puissantes du monde des médias ? Ces figures d'influence, habituées à verrouiller leur communication, se retrouvaient soudainement désarmées. Non pas par l'agression, mais par une finesse redoutable. Éric Dussard possède ce talent unique de poser la question que tout le monde redoute, les rivalités, les échecs, les choix contestés. Sa force ? Une politesse exquise, presque anachronique. Il ne cherche jamais le conflit stérile, mais l'analyse clinique. Comme il l'a souvent prouvé, une question directe,
lorsqu'elle est formulée avec un profond respect pour la dignité de l'autre, reçoit presque toujours en retour une réponse d'une sincérité désarmante. Face à cette rigueur incisive, Jade incarne le contrepoids émotionnel. Elle n'est pas une simple spectatrice, elle est la gardienne de la sérénité du studio. Par son rire authentique et sa bienveillance naturelle, elle désamorce les mécanismes de défense de l'invité. Sous son influence, le cadre formel s'efface pour laisser place à l'atmosphère feutrée d'un salon privé, un espace hors du temps où l'invité oublie la pression médiatique. C'est cette dualité magistrale qui distinguait l'émission de la concurrence. Là où d'autres cherchent le spectacle, le duo de RTL cherchait la vérité humaine. Pour vous, fidèles auditeurs, ce programme offrait une leçon de dignité. Les invités ne venaient pas pour faire la promotion d'un projet, mais pour se confronter à leur propre parcours dans le miroir tendu par Éric Dussart. C'est précisément grâce à cette confiance bâtie sur 10 ans de respect mutuel que les protections ont fini par céder. Au cours de cette ultime saison, les plus grands visages de l'écran ont accepté de déposer le masque pour révéler une vérité que l'on n'aurait jamais cru entendre sur les ondes. C'est au cœur de ce climat de confiance absolue que les barrières de la communication moderne ont volé en éclats, transformant cette ultime saison en un véritable dictionnaire des secrets du PAF. Pour notre génération, qui a vu grandir ces monstres sacrés de l'écran, les écouter sur RTL s'apparentait à une redécouverte de la nature humaine derrière le vernis de la célébrité. Face à Éric Dussart, les figures les plus influentes ont accepté de dévoiler leurs failles, souvent avec une gravité qui tranchait radicalement avec la légèreté apparente du divertissement. L'un des moments les plus saisissants reste sans doute le passage de Michel Denisot. L'ancien patron du grand journal de Canal+, symbole absolu du chic parisien et du pouvoir intellectuel, a confessé un secret qui a stupéfié les puristes. Il lui est arrivé d'encenser chaleureusement, face caméra, des œuvres cinématographiques dont il n'avait pas vu la moindre minute. Derrière l'anecdote amusante se cachait la réalité cruelle d'une époque où le rythme infernal du direct et les impératifs commerciaux l'emportaient parfois sur l'honnêteté intellectuelle. Ce fut l'aveu d'une fracture intime entre l'exigence esthétique de l'homme et la tyrannie managériale du producteur. Quelques semaines plus tard, c'est Emmanuel Chin, la rigueur incarnée, le créateur de l'émission économique Capital sur M6, qui a porté sa pierre à l'édifice des vérités cachées. Avec une honnêteté désarmante, il a révélé les stratégies pragmatiques des débuts de la chaîne, admettant que les courbes d'audience de son magazine de prestige étaient consciemment portées par la diffusion de films érotiques programmés juste après son émission. Une confession qui a mis en lumière l'envers du décor d'un capitalisme médiatique alors en pleine construction. La tension psychologique est montée d'un cran lors de la venue de Bruce Toussaint. Ce grand professionnel de l'information en continu a partagé l'angoisse viscérale qui hante les nuits des journalistes de matinale. La peur de la défaillance, le protocole de crise en cas de retard, mais surtout le souvenir étouffant de la nuit où il fut le premier en France à annoncer l'accident fatal de la princesse Diana. Il a décrit ce poids immense, cette solitude absolue devant le micro lorsque l'histoire bascule et que la moindre erreur de syntaxe peut provoquer un séisme international. Enfin, Bernard Montiel complétait ce tableau en brisant le tabou absolu de l'argent, évoquant sans phare les salaires astronomiques de l'âge d'or de TF1, tout en se remémorant ses fiascos professionnels comme son dialogue manqué avec Clint Eastwood. Ces moments de radio n'étaient pas de simples anecdotes, ils constituaient une étude psychologique de la vulnérabilité des puissants. Pour le public de plus de 50 ans, cette démarche offrait un spectacle d'une grande noblesse. Voir des icônes accepter enfin de descendre de leur piédestal pour partager la réalité de leur solitude et de leurs doutes. Mais l'acmé de cette vérité brute, le moment où l'émotion a définitivement submergé le protocole journalistique, n'était pas inscrit dans les calculs froids des technocrates de l'information. Il s'est incarné dans les larmes d'une transmission brisée. Ce moment de bascule s'est matérialisé lors de cet ultime rendez-vous du 27 juin 2026 à travers les mots de Cyril Ferraud. Pour notre génération, qui a vu cet animateur gravir un à un les échelons de la télévision
jusqu'à devenir la figure familière des fins d'après-midi des Français, son témoignage a résonné comme un miroir tendu à nos propres existences. Venu pour évoquer sa reprise flamboyante du jeu mythique Fort Boyard, un programme qui appartient au patrimoine émotionnel de tant de familles, l'homme de télévision a soudainement fendu l'armure du divertissement. Avec une pudeur bouleversante, il a confié son plus grand regret intime, l'absence de son père, emporté par la maladie, qui n'aura jamais pu le voir accomplir ce rêve d'enfant, celui de guider les candidats sur le célèbre fort de Charente-Maritime. À cet instant, la radio a retrouvé sa fonction première, celle d'un vecteur de pure empathie. Ce deuil impossible, partagé à demi-mot sous le regard ému d'Éric Dussart, a touché en plein cœur un public de plus de 50 ans qui connaît la valeur de la transmission, le poids des absences et la fragilité des victoires que l'on ne peut plus partager avec ceux qui nous ont façonnés. Mais la confession ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris une tournure presque sociologique lorsque Cyril Ferraud a prononcé cette phrase d'une lucidité rare dans un milieu gouverné par l'illusion de la toute-puissance « Je suis trop fatigué pour continuer à ce rythme ». Cet aveu d'épuisement, venant d'un des bourreaux de travail les plus acharnés du paysage audiovisuel, sonne comme le procès feutré d'une époque qui exige tout de suite, jusqu'à l'essorage complet des individus. En opposant cette fatigue existentielle au bonheur simple de voir son jeune fils de 2 ans applaudir devant l'écran, Ferraud a tracé une frontière invisible entre la vanité de la gloire éphémère et la vérité des ancrages familiaux. Pour nous qui observons ce grand théâtre médiatique, ce moment représentait bien plus qu'une simple séquence d'émotions. C'était le symbole du crépuscule d'un certain modèle professionnel, celui où le talent se mesurait à la force du travail et de la loyauté envers le public, et non au nombre de mentions éphémères récoltées sur un écran de smartphone. En écoutant ce dialogue final, les auditeurs ont mesuré à quel point on refait la télé, savait capturer l'esprit d'une époque, ses grandeurs comme ses blessures les plus secrètes. Au-delà de cette intense mélancolie humaine, une question plus froide, presque cynique, surgit inévitablement. Comment une telle communion a-t-elle pu être sacrifiée sur l'autel des stratégies industrielles ? Derrière l'émotion légitime des adieux se cache une réalité beaucoup plus froide, une mécanique industrielle impitoyable que notre génération observe avec une inquiétude grandissante. Comment expliquer qu'un programme au sommet de sa forme, salué par la critique et plébiscité par plus d'1 million de fidèles chaque semaine, soit ainsi rayé de la grille des programmes ? La réponse ne se trouve pas dans les couloirs du studio, mais dans les arbitrages comptables des grands groupes de communication. En cet été, 2026, le monde des médias traditionnels traverse une crise existentielle sans précédent. Une mutation profonde où la valeur d'une œuvre ne se mesure plus à sa pertinence culturelle, mais à sa rentabilité immédiate. Nous assistons à un véritable clash générationnel et technologique. Pour les dirigeants des stations de radio, l'enjeu majeur est devenu la conquête d'un public de plus en plus volatile, nourri au format court et aux vidéos de quelques secondes sur les réseaux sociaux. Dans cette course effrénée à la modernisation, les formats longs, qui laissent le temps à la réflexion et à l'analyse approfondie, sont perçus par certains décideurs comme des luxes d'un autre temps. Produire 1 heure d'entretien de haute volée exige des moyens, du temps de préparation et une éthique journalistique que les impératifs budgétaires actuels cherchent constamment à réduire. L'argent de la publicité migre de plus en plus vers des contenus automatisés, dictés par des algorithmes dont la seule mission est de capter l'attention rapide sans jamais nourrir l'esprit. C'est dans ce contexte de tension que la décision de la direction de RTL prend tout son sens. Modifier l'orientation d'une case horaire aussi stratégique que celle du samedi matin est un choix politique fort. C'est le signal d'un désengagement progressif d'une certaine idée de la radio d'opinion et de divertissement noble, celle-là même qui a forgé l'identité de la station pendant des décennies. Pour vous qui avez connu l'âge d'or des grands rendez-vous radiophoniques, cette décision sonne comme un avertissement. L'espace de la parole libre et élégante se réduit. Pourtant, face à cette logique comptable, la réaction d'Éric Dussart a été d'une dignité absolue, teintée d'une fierté courageuse. Il n'a choisi ni la complainte, ni l'amertume. En prononçant cette phrase énigmatique lors de son ultime prise de parole, nous nous retrouverons bientôt ailleurs,
l'animateur a lancé un défi à peine voilé aux gestionnaires de l'audiovisuel. C'est la déclaration d'un homme de métier qui sait que son savoir-faire possède une valeur universelle, indépendante des caprices d'une direction de passage. Ce mot « ailleurs » suggère que le salut des programmes de qualité réside désormais en dehors des structures traditionnelles, peut-être sur ces nouvelles plateformes numériques où la liberté de ton n'est pas dictée par les grilles rigides des réseaux hertziens. Cette promesse d'un avenir incertain mais libre constitue le dernier cadeau du duo à ses auditeurs, une étincelle d'espoir au moment où le rideau tombe sur une décennie d'excellence. Mais alors que la fréquence de RTL s'apprête à tourner définitivement la page, il nous appartient maintenant de mesurer l'ampleur réelle de l'héritage laissé par cette émission historique. Le micro est désormais éteint dans le studio numéro 2 de RTL, mais l'écho de ces 10 années d'antenne continue de résonner avec une force singulière. En refermant définitivement son livre d'histoire, On refait la télé ne s'inscrit pas simplement dans la liste des programmes disparus. L'émission s'établit comme le dernier étalon or d'un journalisme de divertissement noble, intelligent et profondément respectueux de son public. Elle laisse derrière elle un héritage précieux, la preuve irréfutable qu'on peut captiver des millions de personnes sans jamais céder à la facilité de la vulgarité ou au piège du scandale artificiel. Il convient aujourd'hui de rendre un hommage vibrant et sincère à ceux qui ont rendu ce miracle hebdomadaire possible. À Éric Dussart, d'abord. Ce professionnel hors pair aura redonné ses lettres de noblesse à l'interview de fond, démontrant qu'une préparation méticuleuse et une curiosité authentique valent 1000 fois toutes les polémiques du monde. À Jade, ensuite. Sans sa présence lumineuse, sa finesse psychologique et cette bienveillance qui n'appartenait qu'à elle, les plus grands esprits de l'audiovisuel n'auraient jamais osé fendre l'armure avec une telle sincérité. Ensemble, avec une équipe de l'ombre dévouée à l'exigence culturelle, ils ont formé bien plus qu'un duo d'animateurs. Ils ont été les gardiens d'un art de vivre radiophonique que nous pensions égaré. Pour notre génération, qui a traversé les plus belles décennies de la création audiovisuelle française, cette disparition nous place face à un constat vertigineux. Elle marque la perte d'un repère, d'une boussole hebdomadaire qui savait décrypter le tumulte du monde à travers l'écran avec recul et sagesse. À une époque où le débat public s'appauvrit, où la parole est trop souvent confisquée par le sensationnalisme éphémère et les injonctions du direct, la fin de ce sanctuaire nous laisse une immense responsabilité, celle de refuser la fatalité de l'oubli et de l'uniformisation culturelle. C'est ici que s'ouvre le temps de la réflexion personnelle pour chacun d'entre nous. Alors que le rideau est tombé sur cette magnifique aventure, une question essentielle doit désormais guider notre regard de citoyen et de spectateur. Dans ce monde saturé par le bruit numérique et gouverné par la froideur des algorithmes, où irons-nous désormais pour chercher cette vérité humaine brute, cette élégance du dialogue et cette sincérité qui faisaient la beauté de nos samedis matins? Sommes-nous condamnés à accepter la disparition de ces espaces de parole authentiques, ou saurons-nous, collectivement, exiger et soutenir les créateurs qui font le choix de l'intelligence et du temps long? Votre avis est le cœur battant de cette réflexion collective. Si, comme moi, vous pensez que la mémoire de ces 10 années de belle radio mérite d'être honorée et que la quête d'une parole digne doit se poursuivre, je vous invite chaleureusement à partager vos plus beaux souvenirs de l'émission dans l'espace des commentaires ci-dessous. Quelle confession vous a le plus marqué? Quel invité vous a le plus touché? Pour soutenir cette démarche d'analyse et faire vivre cette exigence culturelle ensemble, n'oubliez pas d'attribuer un pouce bleu à cette vidéo, de la partager autour de vous avec ceux qui partagent notre sensibilité, et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains décryptages. Le paysage médiatique change, mais notre passion commune pour la vérité et l'élégance, elle, reste immuable. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.